Avec Camille Chalmers, économiste représentant PAPDA. Bonsoir, Monsieur Chalmers, bienvenue sur Alter Radio. Nous saluons toute l'équipe là et saluons tout le monde qui a écouté nous après-midi. 200 ans après rançon indépendance, est-ce que vous pensez le bon impact qui est dans la situation crise et actuelle pays? Oui, très certainement. Il y a une relation directe entre ce qui est passé en 1825 et ce qu'on a vécu aujourd'hui en 2025. Il est clair que 1825 qui est représenté en rupture par rapport au projet révolutionnaire en 1804 là. Côté que la France et l'Empire français, en fait, tout ça qu'on est capable d'annuler la révolution et réinsérer Haïti de façon subalterne dans le marché mondial, notamment à travers tout un ensemble d'accords, parce que c'est pas seulement la rançon qui a été imposée, mais en même temps que tu as imposé la rançon, il a imposé tout un ensemble de conditions, notamment au niveau du commerce. À partir de 1825, et objectif rançon, c'était annuler la révolution 1804 là, montrer l'autre monde, l'autre peuple opprimé que pas doit suivre chemin ça, et rétablir un ordre néocolonial. Donc, on dit que c'est une espèce de nouveau modèle même de néocolonialisme qui pourra le définir avec 1825, côté que non seulement il a imposé une rançon colossale, qui était représenté plus de 10 fois recettes fiscales annuelles, qui était représenté plus de 3 fois PIB pays. Et en même temps, il a sorti de tout un ensemble de conditions, notamment des relations préférentielles avec le commerce français, côté que bateau pavillon français, le rive dans rade, n'importe qui port en Haïti, il y a pour payer moitié droit de douane que l'autre bateau payé. Et puis en même temps, il a acheté café haïtien, il a acheté café haïtien à 50% de valeur qu'il gagne sur le marché mondial. Donc ils font un véritable pillage d'une ressource stratégique qu'on a gagné, qui était café, et qui était une rare ressource qu'on a gagné, qui était fait payer en trait de devise. Donc nous sommes capables de dire qu'à partir de 1825, nous gagnons un tournant, une rupture par rapport au projet 1804 là, et nous entrons dans la construction de l'État néocolonial, outrageusement dépendant de puissance capitaliste. Et ça pour aller transformer dans le début du XXe siècle, côté pour aller gagner une espèce de passe qui fait de l'impérialisme français à l'impérialisme américain, mais toujours dans la même logique néocoloniale, dans la même logique de pillage, dans la même logique de ne pas respecter droit nous comme peuple, et surtout de ne pas accepter l'existence d'Haïti comme résultat d'un processus révolutionnaire exemplaire et qui allie à la fois des valeurs comme l'autodétermination des peuples, l'anti-esclavagisme, la mondialisation des droits humains, tout le monde c'est monde. Donc tout un ensemble de valeurs que puissance ça a besoin effacer et que besoin montrer que n'importe qui peuple qui suit ce chemin ça l'a conduit à un douloureux échec. Donc dans ce sens je crois que il y a une relation directe et ressources financières que nous voyons la France étaient pesées très lourdement sur incapacité de l'État, pays d'Haïti, pour être capable d'investir dans l'ensemble d'infrastructures de base, dans l'ensemble par exemple, au niveau du secteur éducatif, au niveau du secteur de santé publique, au niveau des infrastructures, etc. Et il était pratiquement paralysé, le processus de construction étatique, qui était fait qu'à commencer, parce que c'est 21 ans après. C'est très rapide. Oui. Donc, c'est une génération. Hein. Mais donc, alors, vraiment, Camille Chalmers, il dit à partir de Moubansa, rançon 1825 là, économie pays d'Haïti vient tourner totalement vers l'extérieur. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Il faut dire que à partir de 1825, et compte tenu du fait que justement nous avons essayé de ramasser des ressources financières pour payer le service de la dette, qui était vraiment colossal. Et à partir de 1825, il ne faut pas oublier que de 1804 à 1825, pas aucun pays qui était reconnu Haïti. Haïti était complètement isolé sur la scène mondiale. Et à partir de 1825, gagnait tout ensemble de l'autre flux commercial qui a pour commencer, mais qui pourra jouer un rôle moteur au niveau économique et qui pourra faire que l'économie payante plus ou économie extravertie que on effort pour construire espace économique national là, un bénéfice
de majorité population. Donc, effectivement, c'est un tournant extrêmement important. Et nous devons aujourd'hui prendre les leçons de tournant ça, on a parlé de reconstruction nationale. Est-ce que ça veut dire que et tout ça n'a fait dans le pays à partir de moment ça, n'a essayé comment nous ca vendre à l'étranger pour nous capable gagner devise pour payer dette? Exactement. Et il faut ne pas oublier que pendant de longues années, à la fin du XIXe siècle, service annuel de la dette là, c'est représenté jusqu'à 70 à 72% des recettes de l'État. Donc, imaginons l'État qui rentre 100 gouttes et puis il y a 70, 72 gouttes qui est obligé pour aller payer la France. Donc, c'est terrible. Donc, 30% chrétiens, payer salaire de droits généraux, militaires, et puis c'est fini, pas gain comme encore. Donc, vraiment, c'est un pillage systématique des ressources financières et il faut articuler, par exemple, très rapidement, l'État s'est retrouvé dans une situation où il n'y a pas de liquidité pour le payer et servir de la dette là. Et l'État ça pour le faire, il pourra vendre bois précieux sur le marché international pour le payer dette là. Donc, en plus, ça pourra accélérer déforestation. Hein? Oui. En plus de prêter encore, Jean Lestipéan t'a expliqué nous ça tout à l'heure, prêter encore dans la France pour payer, prêter ailleurs pour continuer à payer dette. Oui, tout à fait. Donc là, tout, c'est ça que je parlais de double, de triple dette. Parce que non seulement nous avons payé l'État français, mais là, nous pas gain corps, là, nous pas gain liquidité, nous payons dans des banques françaises pour nous payer l'État français et banques françaises, ça, pour appliquer des taux très élevés et des pratiques complètement illégales qui pourraient accélérer le pillage. C'est ça qui fait que, en pile économiste, calculé que finalement, 150 millions au départ, qui ont été réduits à 90 millions, mais finalement, si nous regardons les versements, Haïti payé plus de 525 millions d'euros. Près de 5 fois dette initiale. Là, Donc, Jodia n'a parlé de réparation et restitution. En fait, c'est pas Jodia, c'est depuis quelques temps. Et qui forme ou pensez et ça t'a doué prend? Bon, nous pensons que Jodia, c'est une exigence incontournable pour que la France reconnaisse le crime ça que le commettre là. C'est totalement injuste. Parce qu'à l'époque, n'importe qui guerre qui fait, c'est force qui perdure, qui dédommage les vainqueurs. Et nous-mêmes, nous gagnons la guerre, puis nous avons payé vainqueurs. Donc, c'est absolument inédit. Okay? Et là, on a parlé de restitution, on a parlé de restitution et de réparation. Il faut absolument qu'on remette Haïti Cob que t'es extorqué, parce qu'il s'agit vraiment d'extorsion. Et là, il faut qu'ils remettent, et nous ne sommes pas d'accord. Oui, nous ne sommes pas d'accord pour le remettre sous forme de projet ou sous forme de promesse. Nous-mêmes, c'est une espèce sonnante et trébuchante qu'on peut payer, donc c'est le même genre pour le remettre. Donc ça, c'est son premier bagage. Et il y a tout un série de travail qui doit être fait pour évaluer effectivement comme ça. Il y a des gens qui parlaient de, Jean-Bertrand Aristide parlait de 21,7 milliards. Thomas Piketty, grand économiste français, il dit que la France doit remettre à Haïti au moins 28 milliards de dollars. Et il y a de l'autre étude qui est plus loin qui parlait de 115 milliards. Okay? Donc ça, c'est restitution des sommes extorquées. Mais au-delà de cela, il y a réparation parce que c'est un phénomène qui cause tellement de torts et de dommages à la nation haïtienne. Là. Donc, il faut qu'on calcule et nous exiger réparation. Par exemple, tout droit de douane que nous pas percevoir parce que pavillon français a 50% de réduction. Tout pillage qui fait de ressources caféières, il faut que dédommagent par rapport à ça tout. Donc, il s'agit de sommes très, très conséquentes et qui, justement, dû rentrer dans tout un combat de moyens de long terme et que nous devons connecter tout avec bataille que Pays Carré Commerce mène pour réparation du crime de l'esclavage. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Haïti. Oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est tout un modèle qui t'a fait. D'ailleurs, c'est les mêmes navires qui étaient venus imposer rançon. C'est les mêmes navires ça, qui, quelques années après, pour attaquer l'Algérie et coloniser l'Algérie. Donc c'est tout un modèle qui a défini en Haïti à partir de 1825. Et nous croyons que tout peuple sur la terre, en particulier les peuples opprimés, il y a intérêt à accompagner Haïti dans la demande de restitution et de réparation. Parce qu'il s'agit justement de
non seulement un symbole, mais ils représentaient tout un modèle d'exploitation néocoloniale qui sera établi sous majorité peuple sur la terre à partir de 1825. Oui, bon alors on a essayé d'aller très très vite. Tout à l'heure, on a essayé nous des dommages que vous êtes capable de quantifier, que vous êtes capable de calculer, mais il y a un tout probablement qui n'est pas calculable, c'est-à-dire le traumatisme que la population subit, famille par famille, etc. Et comment réparer ça? Bon, nous pensons que d'abord, évidemment, il faut que nous fassions un travail de mémoire, tout un travail de remémoration. Il faut que la population connaisse ce qui s'est passé. Et c'est un travail de remémoration que de fait en France et en Haïti. Parce qu'en France, il y a caché à tout. Donc, il faut que deux populations connaissent ce qui s'est passé et qu'elles prennent conscience que 1825 a été possible à cause de la rencontre de deux projets contre-révolutionnaires. Parce qu'en France, il y a un travail pour rétablir la monarchie. Et en Haïti, nous gagnons une série de secteurs de classe dominante qui, justement, voulaient reconnecter avec le marché mondial de façon subalterne, pour être capable de continuer à faire commerce et accumuler à partir du commerce. Donc, c'est la question du contexte que nous parlerons tout à l'heure avec Woody Edmé. C'est ça qui est complètement différent avec le projet initial de 1804. Ouais. Et pour nous finir, jeudi a un engagement plusieurs structures organisées avec des universitaires, personnalités de la société civile et dans la bataille ça. Qui doit faire en plus pour contraindre l'État français à rembourser comme ça? Bon, parce que c'est un combat qui a plusieurs dimensions. Évidemment, il y a la dimension académique et scientifique. Il y a un pile de recherche qui peut faire pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. Mais il y a un combat diplomatique. Il faut que Haïti sollicite alliance avec tout un ensemble de pays qui, justement, étaient victimes de même processus néocolonial, qui, aujourd'hui, ont subi le processus de façon qu'ils soient alliés avec Haïti, et gagner toute la possibilité de ce que nous mobiliser des couches entières au niveau de la population mondiale autour de cette question, y compris en France, d'ailleurs. Donc, c'est un combat qui a plusieurs facettes. Il y a une facette académique, il y a une facette diplomatique, il y a une facette politique. Et il faut que, en Haïti, nous restions sérieux dans la mobilisation ça, et que la population comprenne l'importance pour les faire travail de remémoration et que le mobiliser autour de revendications de restitution et de réparation. Mais est-ce que c'est possible, je dis, la grande crise que nous avons là? Très difficile, c'est vrai, parce que justement, nous avons une conjoncture extrêmement grave, côté population va affronter des conditions extrêmes de violence avec questions de guerre et autres, et toute qualité insécurité économique, alimentaire, et de logement, et toute qualité d'insécurité. Donc, évidemment, c'est pas une conjoncture qui est propice à ce type de travail. Mais nous pensons que, quelle que soit la conjoncture, c'est un combat qui est fondamental parce qu'il est structurel, parce que le combat, ça va permettre nous non seulement redéfinir rapport nous avec le marché mondial, mais ça permet tout redéfinir un projet national de reconstruction pour nous capables non seulement dépasser tous les stigmates du néocolonialisme, mais que nous reprenions le chemin du 1804 pour nous construire une nation qui est véritablement souveraine et qui est capable de générer une prospérité partagée. Merci beaucoup pour la disponibilité, M. Camille Chalmeaz. Merci beaucoup, merci. Camille Chalmeaz, c'est économiste et directeur exécutif de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA.